Passons à l'acidose tubulaire type 1, la distale. Elle a les mêmes caractéristiques de l'acidose tubulaire type 2. Donc, un trou anonymique sanguin normal hypochlorhémique, un trou anonymique urinaire positif et l'hypocalémie. Quand on dit distale, c'est-à-dire que c'est dans les tubes, dans la portion distale. Ici, dans l'acidose tubulaire distale type 1, le problème est au niveau des cellules intercalaires alpha. Souvenez-vous de ces cellules-là qui sont faites pour absorber les bicarbonates et sécréter les ions H+. Lorsque l'acidose tubulaire type 1 est d'origine génétique, c'est ces pompes-là qui sont malades. D'abord, c'est la pompe d'absorption des bicarbonates basolatérale. Et la mutation, elle est soit dominante ou récessive, portée par le chromosome 17. Bon, débrouillez-vous avec le chromosome 17, il n'y a pas de technique. Et lorsqu'elle est récessive, elle est associée à une anémie. Alors, pourquoi elle est associée à une anémie? Tout simplement parce que cette pompe-là, elle existe aussi dans les globules rouges. Et lorsque le chlore rentre à l'intérieur du globule rouge, il va ramener avec lui du sodium et le globule rouge va gonfler et puis hop, il va éclater. C'est une anémie hémolytique. La deuxième mutation possible, c'est la mutation sur la pompe H+. Soit elle est portée sur le chromosome 2, elle est autosomique récessive, et dans ce cas, elle est associée à une surdité, parce que cette pompe-là, elle existe dans le labyrinthe, c'est une surdité de perception. Et comme elle est associée à une surdité, et on a 2 oreilles, donc c'est porté sur le chromosome 2. L'autre mutation, elle est récessive, autosomique récessive, et portée par le chromosome 7. Débrouillez-vous avec le chromosome 7. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que la cellule intercalaire alpha n'arrive plus à réabsorber le bicarbonate. Si elle n'arrive plus à réabsorber le bicarbonate, vous voyez le 0,1 des bicarbonates qui n'est pas absorbé au niveau de tube proximal, il va se retrouver dans le tube collecteur, il va être normalement réabsorbé au niveau des cellules intercalaires alpha. Et ce 0,1 va énormément perturber. Vous voyez, tout est réglé comme papier musique. Donc ces bicarbonates, lorsqu'ils ne sont pas absorbés au niveau des cellules intercalaires alpha, elles vont augmenter. Leur concentration va augmenter dans les urines au niveau du tube collecteur, au contact de la cellule principale. Et comme les bicarbonates sont chargés négativement, souvenez-vous que cette cellule, elle travaille d'une façon très précise. La pompe NAK va tourner, elle va pomper le sodium intracellulaire va diminuer, ce qui va entraîner l'entrée du sodium à travers les canaux sodiques. La lumière urinaire va devenir négative puisque le sodium est chargé positivement et il va rentrer d'une façon massive. Elle va être chargée négativement, ce qui va attirer tous les cations à sortir. Ça veut dire qu'il y a une sortie du potassium qui est chargé positivement et des ions H+ qui sont chargés positivement. Et comme la lumière est négative, elle va faire une réabsorption intercellulaire de tous les anions, dont le chlore. Et c'est pour ça qu'il y a une absorption de NaCl dans la cellule tubulaire principale. Quand on a un excès de bicarbonate dans les urines, ça c'est pas normal, c'est pas physiologique. Le problème, le carbonate et le chlore ayant tous les deux une charge négative, ils vont être en compétition pour la réabsorption intercellulaire. Donc le chlore va être réabsorbé d'une façon compétitive et ça devient plus difficile pour lui d'être absorbé. Et comme le chlore est réabsorbé en couple avec le sodium, on aura une déshydratation extracellulaire. Les bicarbonates chargés négativement sont très importantes et très concentrées d'une façon anormale au niveau du tube collecteur. Ça va augmenter la charge négative. Donc cette charge négative va devenir plus importante qu'elle devrait l'être. Donc on aura une sortie très importante du potassium et d'ion H+. Ça va aider un petit peu dans la diminution de l'acideuse, mais bon, ça ne va pas régler les choses. Donc on aura une sortie plus importante de potassium, donc une hypocalémie, mais aussi et surtout, cette charge négative va entraîner une rétrodiffusion par le biais intercellulaire de tous les cations. Et le cation le plus important qui va diffuser, c'est le calcium. En total, on aura une hypocalémie et hypercalciurie. C'est la base de la symptomatologie au niveau de l'acidose tubulaire distale type. Donc, on a une hypovolémie par compétition entre le chlore et le bicarbonate. On a une hypocalémie par rapport à la lumière trop négative secondaire à la bicarbonaturie.
Et on aura une bicarbonaturie élevée parce qu'il n'y a pas d'absorption des cellules intercalaires alpha. Et cette bicarbonaturie va entraîner un pH alcalin. Un pH alcalin associé à une hypercalcéurie, c'est le noyau pour la formation de lithiase et de néphrocalcine. Donc, c'est une pathologie très, très, très symptomatique. Elle peut être génétique, on a vu les mutations, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule intercalaire alpha, soit la pompe à ion H+ apical, soit la pompe à réabsorption de bicarbonate, mais aussi elle peut être secondaire. Il y a plusieurs pathologies, dont les maladies auto-immunes, les intoxications de vitamine D aux analgésiques et les néphrite interstitielle chronique. En fait, toute maladie entravant l'interstitium, entravant l'activité tubulaire. Dans ce cas, la symptomatologie est très importante. Si on peut traiter la cause, c'est génial. Maintenant, lorsqu'elle est génétique, il faut traiter d'une façon symptomatique. On va donner des bicarbonates, juste un taux minime 1 à 2 milliequivalents par kilo et par jour. Et on va essayer de à l'hypokaliémie avec un sirop. Voilà, donc lorsqu'on a une acidose tubulaire, on est sûr que on a une acidose métabolique. On calcule le trou anonique sanguin, un trou anonique urinaire, on est sûr qu'on est dans les acidoses tubulaires. Prochaine étape, c'est de vérifier la kaliémie. Donc, si on est en hypokaliémie, on a deux pathologies possibles, soit acidose tubulaire type 2, soit acidose tubulaire type 1. Dans ce cas, pour faire la part des choses entre les deux, on va se poser la question, y a-t-il de lithiase, y a-t-il néphrocalcineuse? Si c'est oui, c'est une acidose type 1. Si c'est non, c'est une acidose tubulaire type 2. Passons au cas où c'est une hypercalémie. Lorsqu'il y a une hypercalémie, c'est simple, c'est une acidose tubulaire type 4. C'est une acidose tubulaire distale type 4. Donc je dis c'est simple, mais l'acidose tubulaire distale type 4, à elle seule, c'est un monde. C'est très difficile, c'est la plus fréquente déjà. Et elle a beaucoup d'étiologies. Donc on va essayer d'aller doucement pour que vous puissiez comprendre comment on avance dans ce cas-là. Donc acidose tubulaire distale type 4, c'est sûr, il y a un trou anonique sanguin normal, c'est la base pour dire acidose tubulaire tout court, trou anonique urinaire positif et une hypercalémie. Ce qui est en plus, c'est l'hypercalémie. Quand on dit acidose tubulaire distale type 4, le problème est au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Donc, lorsqu'on a une acidose tubulaire proximale, le problème est au niveau de la cellule principale. La cellule proximale. Lorsqu'on a une acidose tubulaire distale type 1, le problème est au niveau des cellules intercalaires alpha. Lorsqu'on a une acidose tubulaire distale type 4, le problème est au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Il y a certains qui disent qu'il y a une acidose tubulaire type 3. Maintenant, il y a très peu d'observations par rapport à cette acidose tubulaire type 3. Il y a ceux qui disent qu'elle n'existe même pas. Mais bon, quand on dit acidose tubulaire type 3, c'est une acidose dite mixte, à la fois proximale et distale. Il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas d'accord par rapport à cette appellation. Mais bon, à savoir, c'est une acidose mixte. Acidose tubulaire mixte, proximale et distale à la fois. Donc, revenons à l'acidose tubulaire distale type 4. Souvenez-vous, on a dit que c'était un problème au niveau de la cellule principale. La cellule principale du tube collecteur, comment elle fonctionne? Il y a l'aldostérone, il va se fixer à son récepteur basolatéral. Cette fixation va entraîner l'activation de la pompe antiplatelase. Il va entraîner une diminution du sodium intracellulaire, qui va pousser le sodium urinaire à rentrer à l'intérieur de la cellule grâce au canaux sodique. Cette entrée va entraîner une lumière négative au niveau des urines et ça va entraîner la sécrétion du potassium et d'ion H+ à travers les canaux spécifiques, mais aussi une réabsorption intercellulaire du chlore. Parce qu'il est négatif. Donc la lumière négative va attirer les cations à l'intérieur de la cellule, qui sont le potassium et l'ion H+, et il va pousser les anions dans le chlore à être absorbés en intercellulaire. Lorsqu'on a une acidose tubulaire distale type 4, il y a un dysfonctionnement de cette absorption, soit altération de voltage. Ça veut dire que la lumière négative indispensable à ce cycle-là ne peut pas être présente.
ou bien il y a un problème avec l'aldostérone. On va commencer par l'altération de voltage. La lumière négative qui est produite par l'entrée du sodium à l'intérieur de la cellule n'arrive pas à être présente. Donc il y a très peu de lumière négative. S'il y a très peu de lumière négative, ça va bloquer la sortie du potassium et d'ion H+, ainsi que la réabsorption du chlore. Et en fait, ça va bloquer tout ce circuit. Tout ce circuit va être bloqué. C'est une cascade. On aura un défaut d'absorption du sodium, défaut d'élimination d'ions H+, et K+. Toute la cascade va être bloquée. Donc on aura une déshydratation extracellulaire, une acidose et une hypercalémie. Cette déshydratation extracellulaire et l'hypercalémie va entraîner la sécrétion d'une hormone très importante qui est la rénine et l'aldostérone qui vont être très élevées. L'altération du voltage, elle peut être secondaire à des médicaments tels que l'amyloride. Souvenez-vous, l'amyloride, c'est lui qui bloque les canaux sodiques. Donc ça va bloquer tout le système d'absorption. Et toute pathologie entravant le fonctionnement de l'interstitium. Toutes les uropathies malformatives, la drépanocytose, mais aussi la transplantation. Quand on fait une transplantation, vous savez qu'il y a toujours ce petit problème d'ischémie-reperfusion qui va un peu bloquer l'interstitium et le transport tubulaire. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est l'hypoaldostéronisme. L'hypoaldostéronisme, il peut être de deux types, soit vrai, soit faux. Qu'est-ce que ça veut dire vrai? Vrai, ça veut dire que l'hypoaldostéronisme a deux facettes. Que cliniquement, on a un tableau d'hypoaldostéronisme, ça veut dire une déshydratation et une hypercalémie, et que biologiquement, on a un taux d'aldostérone bas. Quand on dit hypoaldostéronisme vrai, ça veut dire que la clinique et la biologie sont concordantes dans ce sens-là. Alors, pour les faux, c'est ce qu'on appelle les pseudo-hypoaldostéronismes. Faux, ça veut dire que la clinique, si elle est en faveur, la biologie ne l'est pas. Et inversement, si la biologie est en faveur, la clinique ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a une discordance entre la clinique et la biologie. Par exemple, on a une clinique qui est en rapport, un tableau clinique qui est en rapport avec hypoaldostéronisme, ça veut dire déshydratation, hypercalémie, mais lorsqu'on va doser l'aldostérone, on va le trouver élevé. Ou bien, on a une clinique qui n'a aucun rapport, on a une hyperhydratation, mais lorsqu'on va doser l'aldostérone, on va le trouver bas. Donc, quand on dit pseudo-hypoaldostéronisme, on a une discordance entre le tableau clinique et la biologie. C'est vrai, hypoaldostéronisme, c'était un tableau complet. C'est-à-dire, cliniquement, on a une déshydratation avec hypercalémie et on a au bilan biologique un aldostérone bas. Si l'aldostérone est bas, ça veut dire que son récepteur n'est pas activé. Et ça va entraîner une rupture de la cascade, ça veut dire que la pompe NAK-ATPase ne sera pas activée et tout le mécanisme va être rompu. Donc la cellule ne peut pas absorber le sodium, ne peut pas par la suite éliminer les ions H+, et le potassium. On aura une déshydratation extrême, mais aussi une acidose, une hypercalémie. L'hypoaldostéronisme vrai, ça veut dire qu'on a un taux d'aldostérone bas, avec une clinique évocatrice d'aldostérone bas. Et il y a deux types. Il y a celui à rénine basse, ça veut dire que le problème ici, c'est la sécrétion de rénine qui ne se fait pas, et par conséquent, l'aldostérone est bas. C'est le cas des néphropathies diabétiques et des néphropathies interstitielles. Là, je vais m'arrêter un moment pour vous expliquer ce syndrome-là, l'hyporéninisme, hypoaldostéronisme. Revenez avec votre mémoire à vos premiers moments, premières semaines en néphrologie, au résident R1, tout nouveau. On vous a expliqué que pour commencer la dialyse, il faut avoir une clairance inférieure à 10 ml minute pour toutes les néphropathies, mis à part pour la néphropathie diabétique où la dialyse commençait plutôt à 15 ml minute. Vous l'avez intégré tel quel, sans chercher à comprendre, ni à savoir pourquoi. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Le problème avec les diabétiques, c'est qu'ils ont ce syndrome-là. Ils ont un hyporéninisme, hypoaldostéronisme. Donc, ils sont plus sujets aux hypercalémies et à l'acidose. Et c'est pour ça qu'on va les dialyser plus tôt. Vous allez me dire, mais oui, bien sûr, c'est d'accord pour la néphropathie diabétique, mais il y a aussi la néphropathie interstitielle qui a le syndrome hyporéninisme, hypoaldostéronisme, et c'est pas pour autant que les dialyse plus tôt.
Oui, c'est vrai. Mais la différence entre la néphropathie diabétique et la néphropathie interstitielle, c'est que les néphropathies interstitielles, c'est des néphropathies perdeuses de sel. Donc, ce qu'on retient dans le syndrome hyporénisme, hypoaldostéronisme, il est perdu dans les urines, dans les néphropathies interstitielles, qui sont perdeuses de potassium, de sodium, etc. Deuxième possibilité, c'est que la rénine soit élevée. Donc, la rénine est sécrétée normalement, mais la surrénine ne répond pas. C'est dans le cas de l'alidadisson, la prise médicamenteuse d'IE, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Passons au pseudo-hypoaldostéronisme. On a dit que c'était une discordance entre la clinique et la biologie. Dans les pseudo-hypoaldostéronismes, il y en a deux types, type 1, type 2. Bon, je suppose que ça commence à se perturber dans votre tête. Ne vous inquiétez pas, prenez les choses telles quelles, comprenez les mécanismes tels quels. Après, je vais vous donner une façon de voir, un diagramme à faire et une façon de réfléchir et d'avancer devant une suspicion d'acidose tubulaire. Donc, le pseudo-hypoaldostéronisme type 1 est secondaire à... On a une mutation inactivatrice du canal sodique, soit une mutation inactivatrice du récepteur minéralocorticoïde. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc, dans la cellule principale, l'aldostérone est très augmenté dans le sang. Il y a l'aldostérone, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il essaye de se lier à son récepteur, ce récepteur est défectueux. Donc, la cascade est rompue. Soit l'aldostérone se fixe au récepteur, la pompe NAK-ATPase fonctionne, le sodium intracellulaire diminue, mais le problème est au niveau du canal sodique apical. Ça veut dire que l'aldostérone est là, il est en grande quantité, mais il ne fonctionne pas par rapport à ces deux mutations. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une rupture de toute cette absorption au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale du tube collecteur. Donc, déshydratation, mais aussi et surtout une diminution de l'excrétion d'ions H+, et du potassium. Donc, on aura une hypercalémie, une acidose. Donc, pour ces deux mutations, l'aldostérone et la rénine sont très augmentées, mais n'arrivent pas à travailler puisque la cascade est rompue par la mutation du canal sodique ou bien une mutation du récepteur à l'aldostérone. Vous voyez ici, dans le type 1, que la clinique est en rapport avec l'hypoaldostéronisme. On a une déshydratation et une hypercalémie. Par contre, la biologie, on a tout à fait le contraire. On a une rénine-aldostérone élevée. Ça veut dire qu'il y a une discordance. C'est pour ça que ça s'appelle pseudo-hypoaldostéronisme. 2. C'est une mutation activatrice de la pompe NaCl au niveau du tube distal. Bon, vous allez me dire, là, on ne comprend rien. Comment une mutation au niveau du tube distal va entraîner une perturbation au niveau du tube collecteur? Ne vous inquiétez pas, on va comprendre ensemble. Dans le tube là, NaCl, il y a une mutation activatrice, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner à outrance. Elle travaille, elle absorbe tout, et on aura une hyperhydratation extracellulaire. Les urines qui arrivent au tube collecteur pourvu de sodium, parce que presque la totalité est absorbée au niveau du tube distal. Mais malheureusement, au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale, l'absorption du sodium n'est pas toute simple. C'est-à-dire que l'absorption du sodium est faite aussi pour éliminer les ions H+, et le potassium. Si on n'arrive pas, s'il n'y a pas du sodium à absorber, on ne peut pas éliminer le potassium et les ions H+. Et c'est pour ça qu'on a une acidose avec une hypercalémie associée à une hyperhydratation. L'hyperhydratation est secondaire à l'activation de la pompe NaCl au niveau du tube distal. Donc au total, au niveau des mutations au niveau type 2, on aura, comme il y a une hyperhydratation, l'aldostérone et la rénine vont devenir en concentration très basse. Donc dans le pseudo-hypoaldostéronisme type 2, on a une clinique qui n'a aucun rapport avec l'hypoaldostéronisme, on a une hyperhydratation, mais à la biologie, on a rénine-aldostérone bas. C'est pour ça que ça s'appelle pseudo-hypoaldostéronisme. Donc, dans les acidoses tubulaires distales type 4, vous avez vu que la clinique en matière d'hydratation extracellulaire est très variable selon l'étiologie. Elles ont toutes en commun le fait qu'il y a une hypercalémie. Et ici, le traitement de l'acidose tubulaire distale type 4, c'est le traitement de la cause. C'est très important. On va traiter peut-être d'une façon symptomatique l'hypercalémie avec un régime pauvre en potassium et avec du Lasix.